communication qui s'intitule Biodontine et conservation de la vitalité pulpaire sur dents matures. Donc on va commencer, je vais commencer très rapidement par une petite introduction avant de parler du sujet proprement dit, pour dire l'importance de la conservation de la vitalité pulpaire et l'importance de conserver une dent. Pour nous, cliniciens, c'est un acte qui est très important et auquel il faut vraiment insister. Donc cette vitalité permet le maintien de la vascularisation de la pulpe et donc maintient à long terme la dent dans la cavité buccale. Et donc l'objectif de toutes les thérapeutiques que l'on réalise, donc des thérapeutiques dentinogènes, donc qui conservent la vitalité pulpaire, est principalement la cicatrisation et la guérison de la pulpe qui est exposée. Et donc pour ça, nous allons réaliser des coiffages pulpaires. Et ces coiffages constituent des attitudes thérapeutiques de choix pour les dents pulpées. Leur indication doit être basée sur un bon diagnostic de l'état de santé pulpaire. Ça veut dire qu'il faut être sûr que la pulpe est vivante pour pouvoir établir un traitement pour la préserver. Donc le succès de ces thérapeutiques dépend de plusieurs facteurs, notamment le premier c'est l'indication, donc il faut réellement que ce soit indiqué, la technique opératoire avec une asepsie rigoureuse, un scellement étanche de la restauration et puis surtout le choix du matériau. Avec quel matériau on va traiter et on va préserver cette vitalité pulpaire. Au fil des temps, au fil des années, il y a eu une évolution spectaculaire concernant les principes thérapeutiques d'odontologie conservatrice. Cette évolution s'est manifestée notamment au niveau des matériaux de restauration. Et donc, à l'heure actuelle, il y a 3 biomatériaux qui sont considérés comme les chefs de file de toutes les thérapeutiques de conservation de la vitalité pulpaire. Le premier, on le connaît tous, je suppose que vous l'utilisez régulièrement, c'est l'hydroxyde de calcium, le CaOH2. Son application est très facile. Ses résultats sont aussi faciles. Le seul inconvénient de ce matériau, c'est qu'avec le temps, il se résorbe et donc il laisse des microporosités au niveau de la gant et donc il y a un risque de réinfiltration. Bon, ça c'était le premier matériau. Le deuxième qui a suivi, c'est le MTA. Le MTA aussi a montré qu'il a une dentine réparatrice, ça veut dire qu'il entraîne réellement des conservations de la vitalité pulpaire d'une manière spectaculaire aussi, en entraînant une intégrité structurale supérieure à celle induite par l'hydroxyde de calcium. Ça veut dire que sur le plan histologique, sa cicatrisation elle est plus importante et meilleure que celle induite par l'hydroxyde de calcium. Le troisième produit, et donc notamment c'est la biodontine, biodontine est un matériau qui est nouveau, récemment mis sur le marché, récemment il a quand même quelques années. C'est un matériau qui est à base de silicate tricalcique avec des propriétés qui ont été améliorées. Et donc il y a eu beaucoup on va dire beaucoup, mais en réalité très peu d'études sur son utilisation. J'ai rapporté ici quelques cas où la plupart des études ont porté sur un nombre minime de dents, avec un suivi aussi qui n'est pas très, très long. Et donc, il n'a pas assez de recul, comme on disait ce matin. Il y a 2 études. La première, elle est histologique, qui date de 2012, qui, elle, a utilisé 37 dents, mais le suivi a été uniquement de 3 mois. La deuxième a utilisé dans son échantillon 11 dents, le suivi a été de 2 semaines. Donc ces études ont donné certaines conclusions, certaines indications, mais elles n'ont pas été validées de manière scientifique puisque justement l'échantillon est minime et on ne peut pas les valider. Donc dans l'ensemble de ces études, nous avons constaté que le nombre de cas est limité. Nous avons constaté dans ces études justement que l'âge des patients qui ont subi ces thérapeutiques est plus ou moins avancé. Nous avons constaté aussi que souvent c'était des reprises de restauration, ça veut dire que c'est des dents qui ont déjà traité
Et une fois la restauration est perdue, on la reprend en réalisant ces thérapeutiques. Le quatrième constat, c'est que le recul devant ces cas était plus ou moins différent en fonction des auteurs et en fonction des utilisateurs. Et puis, le point important est que les restaurations définitives ont toujours été réalisées dans des séances ultérieures, c'est-à-dire pas le jour même. Ça veut dire que le patient revient, ça veut dire que le praticien réalise l'acte en 2 ou 3 séances, ce qui est quand même contraignant. Et puis, nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas eu de comparaison clinique entre biodentine et d'autres biomatériaux qui sont des gold standards, par exemple l'hydroxyde de calcium. Et pour toutes ces raisons, nous avons décidé de réaliser une étude avec biodentine dans le service. Et c'est une étude qui a été faite sur 3 années et le suivi a été fait sur pratiquement une année, 12 mois. Donc, avant de vous présenter cette étude, je voudrais juste vous expliquer, vous donner d'abord quelques notions de cicatrisation, parce qu'en fait, le but de ces thérapeutiques dentinogènes, c'est de conserver la pulpe, donc d'avoir une cicatrisation au niveau pulpaire. Donc, pour avoir cette cicatrisation, il faudrait rappeler d'abord qu'il y a 3 types de dentines au niveau de la dent, de manière générale. La dentine primaire, c'est celle qui est produite lors du développement de la dent. Ensuite, il y a la dentine secondaire qui est physiologique, mais qui est produite après l'éruption de la dent. Et puis, il y a le 3e type de dentine qui est la dentine tertiaire. La dentine tertiaire, elle est élaborée après une agression, c'est-à-dire après une carie ou après un traumatisme. Et c'est ce qu'on recherche justement en utilisant ces matériaux de conservation de la vitalité pulpaire. On recherche la formation de cette dentine tertiaire. Donc, cette dentine tertiaire, elle est de 2 types. Elle peut être d'abord réactionnelle. Réactionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est produite quand l'agression est modérée et très superficielle. Histologiquement, il n'y a pas de destruction de cellules mères qui produisent cette dentine. Et puis, cliniquement, la lésion ne présente pas d'exposition pulpaire. Donc, dans ce cas-là, on a une dentine réactionnelle. Le 2e type de dentine produite, c'est une dentine réparatrice. Contrairement à la précédente, la dentine réparatrice fait son apparition lorsque l'agression est plus importante. Et donc, sur le plan histologique, il y a une destruction de ces cellules, de ces odontoblastes. Et sur le plan clinique, il y a pratiquement une exposition pulpaire. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette production de dentine réactionnelle. Donc nous, à travers ces thérapeutiques dentinogènes, on recherche l'apparition de ces 2 types de dentines, donc réactionnelle et réparatrice. Le premier biomatériau qu'on a vu tout à l'heure, l'hydroxyde de calcium, il est parfait. Il a été démontré, validé depuis des années que c'est un matériau qui induit, qui favorise, qui produit cette formation de dentine réactionnelle, parce qu'il a une activité anti-inflammatoire, parce qu'il présente des propriétés bactéricides, parce qu'il a une faible solubilité, donc il était très indiqué pour ce genre de situation. Il permet également de détruire les produits de dégradation des bactéries et il permet la formation de dentines réparatrices. Et pendant son utilisation, le temps de prise est pratiquement de 3 à 5 minutes. L'inconvénient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la longue, le matériau se résorbe, il entraîne des microporosités qui peuvent entraîner la réinfiltration de la dent. Bon. Le deuxième biomatériau, c'est le MTA. Le MTA est un matériau à base de silicate tricalcique, donc il est récent sur le marché. Sa prise ou sa réaction de prise est une réaction d'hydratation, ça veut dire qu'il a besoin d'eau pour qu'il puisse avoir une réaction de prise. Et puis, il a été démontré que c'est un excellent matériau de coiffage pulpaire. Il semble être plus efficace et meilleur que l'hydroxyde de calcium. Il présente une bioactivité dans l'environnement buccal, dentinaire et parodontal. Il présente une biocompatibilité, une action antibactérienne. En fait, c'est le matériau idéal pour ces thérapeutiques dentinogènes. Mais
il y a toujours un mais, l'inconvénient, c'est que le temps de prise de ce matériau est en moyenne 2h45. En plus de ce temps de prise qui est relativement lent, le coût est quand même très très élevé par rapport à celui de l'hydroxyde de calcium. Donc, étant donné que le temps de prise est trop lent, justement, c'était ça le point de départ de la mise en place de Biodentine, en disant on va faire un matériau, on va créer un matériau qui présente les mêmes propriétés, les mêmes indications, les mêmes avantages que le MTA, mais on va réduire le temps de prise. Effectivement, c'était Biodentine, et donc il a été créé presque de la même manière, avec la même composition à base de silicate calcique, et lui aussi a une réaction de prise qui se fait grâce à la présence d'eau, les mêmes propriétés que Biodentine, que le MTA, donc il a des propriétés améliorées justement. Il ne nécessite pas de conditionnement spécifique au moment de la mise en place, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de surfaçage ou autre, on n'a pas besoin de préparer la surface dentinaire. Son étanchéité et sa résistance mécanique augmentent avec sa mise en place. Et puis la dentinogénèse réparatrice induite par Biodentine, histologiquement, elle est similaire que celle induite par le MTA ou l'hydroxyde de calcium. Et en fait, c'est un substitut dentinaire. Ça veut dire, au moment de sa mise en place, il a été réfléchi de façon à ce qu'il remplace toute la masse dentinaire. C'est un substitut dentinaire et un mélaire provisoire. Et bien sûr, le temps de prise qui a été amélioré est pratiquement de 12 minutes. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'avantages. Je voudrais ici vous montrer une étude, la seule étude qui a été réalisée à Marseille par M. Koubi et ses collaborateurs. C'est la première étude qui a utilisé Biodentine sur un échantillon assez important. C'était une étude multicentrique sur 400 cas. Il y a eu 10 investigateurs et 2 centres de recherche suivis de 3 années. Et puis les patients qui sont pris étaient âgés entre 18 et 80 ans. Il y a eu 96 qui ont été restaurés avec Biodentine et 116 qui ont été restaurés avec un composite. Et puis il y a eu un suivi donc, et une comparaison. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Au bout de 6 mois, 25% des restaurations avec Biodentine ont montré des abrasions. Ça veut dire que la surface extérieure de Biodentine commençait à s'effriter. Entre 6 et 12 mois, 30% des restaurations également ont montré des abrasions. Ce qu'il faut que je vous précise, que dans cette étude, la vitalité pulpaire, la conservation de la vitalité pulpaire n'était pas du tout un facteur étudié. Biodentine, ici, a été étudiée en tant que matériau de substitution. La vitalité pulpaire n'était pas du tout prise en considération. Et donc, leur constat sur un échantillon aussi important, c'est que la surface externe, quand il y a la biodentine en contact direct avec la salive, présente un effritement, des usures. Donc, elle s'use au fil des temps. Et donc, de là est née notre idée de faire un travail sur Biodentine et sur la conservation de la vitalité pulpaire au niveau du service. Donc, rapidement, comment on prépare ou comment on utilise Biodentine? Déjà, il se présente sous forme d'une poudre et d'un liquide. Zut. Désolée. Donc, il se présente sous forme d'une poudre et d'un liquide. On a besoin d'un vibreur.
spécifiquement dédié à ça. Le temps de vibration est de 30 secondes. Dans l'emballage de Biodentine, on a un genre de chronomètre qui va nous mesurer le temps, puisqu'il s'agit de 12 minutes. Et le principe, c'est une fois que le matériau passe au vibreur, il faut le transporter vers la dent par l'intermédiaire d'un porte-amalgame, mais qui est dédié uniquement pour ça. Ensuite, on utilise un fouloir pour le fouler au niveau de la dent. Et le dernier geste, c'est une boulette de coton. Et avec cette boulette de coton, on essaye de le ramasser vers l'intérieur et de le bien mettre en place. Donc, l'étude qu'on a réalisée, comment elle s'est faite? D'abord, elle s'est déroulée au niveau du service, donc ça c'est indéniable, sur une période de 3 ans, dans laquelle nous avons recherché justement ces effets dentinogénétiques du biomatériau. Les sujets que nous avons soignés étaient des sujets adultes, volontaires, justement, et qui sont recrutés à la consultation du service. Et pour chaque sujet, on a pris une ou plusieurs dents carriées sans aucune... c'est-à-dire le choix était libre, et puis on a pris toutes les dents qui nécessitent qui avaient besoin d'une conservation de la vitalité pulpaire. Donc les dents étaient multiples, on a pris toutes les dents, on n'a pas sélectionné particulièrement des molaires ou prémolaires ou autres. Et les sites de caries étaient aussi variables, occlusales, proximales, palatines, tout ce qu'on peut avoir. Donc on n'a pris que des dents permanentes matures, puisqu'il s'agit de dents matures, présentant une catégorie 1 ou catégorie 2 de BOM, c'est-à-dire une atteinte dentinopulpaire superficielle ou profonde. Et de manière exprès, on a exclu tous les patients qui présentaient une altération de l'état général pour ne pas entraîner de difficultés ou de problèmes quelconques. Pour chaque patient, nous avons un cahier d'observation dans lequel nous avons fait tout le suivi sur une année et puis une fiche signalétique pour chaque patient dans laquelle on rapportait tous les actes opératoires. Et bien sûr, on en a parlé ce matin, nous avons mis en place le consentement éclairé. Donc chaque patient, dans son carnet d'observation, il y avait ce document dans lequel on lui a d'abord précisé, expliqué tout ce qu'on devait faire. Et la plupart des patients ont signé systématiquement. Et puis, notre étude a été aussi soumise au comité d'éthique du CHU qui a donné un avis favorable pour sa réalisation. Comment s'est déroulée l'étude? Donc, au départ, on a sélectionné les patients au niveau du service. Au cours de la première consultation, nous avons juste procédé à un examen clinique et un examen radiologique pour confirmer que c'est un patient qui peut faire partie de cette étude. Et il a été programmé une semaine après pour commencer l'acte opératoire. Et donc, le traitement a été réalisé par la même personne. Et puis, on a standardisé le protocole opératoire en utilisant le même matériau, le même plateau, le même protocole pratiquement. Donc, plateau standard. Nous avons utilisé la DIC aussi pour tous les patients. Et puis, le matériel classique, l'anesthésie au besoin, contre-angle verre, turbine, les mêmes instruments, Biodentine. Et justement, la nouveauté pour nous, c'est que nous avons décidé de faire des restaurations au composite pour éviter justement l'effritement de Biodentine. Donc, nous avons décidé de recouvrir Biodentine par un composite au moment de la séance même. Et puis des contrôles radiologiques avec de la radiovisuographie, avec la RVG, donc standardisés aussi pour garder toutes les images pour qu'on puisse comparer sur une période d'une année. Donc en tout, nous avons pu avoir 61 dents. Ces 61 dents ont été 49 ont subi un coiffage pulpaire indirect. Il faut savoir que le coiffage pulpaire direct n'a pas été indiqué d'emblée, mais il a été, parce que le coiffage pulpaire direct est considéré comme une thérapeutique, on va dire, d'urgence. Au moment de faire un coiffage pulpaire indirect, il peut arriver un dérapage ou une fausse manœuvre, et on se retrouve avec une perforation au niveau de la cavité pulpaire. Et donc, le coiffage pulpaire indirect se transforme en coiffage pulpaire direct. Donc, c'est une thérapeutique, on va dire, accidentelle. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu 12.
Et sur une période de 1 année, nous n'avons pu avoir que 61 dents. Nous estimons que c'est très peu. Mais pourquoi on en a eu 61? Parce que on s'est obligé à prendre des dents qui n'ont pas été soignées, c'est-à-dire des dents carriées pour la première fois. Mais souvent, les patients que l'on reçoit au service, c'est des patients qui ont déjà consulté dans les dispensaires de proximité pour faire un traitement d'urgence et puis ils reviennent vers le service pour continuer les traitements. Et donc justement, ceux-là, on ne les a pas pris parce que la condition primaire, c'était des dents qui n'ont pas du tout été soignées. Donc le protocole du coiffage pulpaire indirect que nous avons instauré commence systématiquement pour toutes les dents par une radiographie préopératoire, un champ opératoire, ouverture de la cavité, curetage dentinaire manuel et rotatif, désinfection de la cavité, mesure de la profondeur de la cavité. Ensuite, mise en place de biodontine selon les instructions du fabricant, on n'en a rien changé. Et puis nous avons réalisé la restauration composite le jour même et une radiographie post-opératoire. C'est le même protocole, c'est de la même manière pour le coiffage pulpaire direct. Nous avons opéré de la même façon. Hémostase spontanée, désinfection et séchage de la cavité et le reste du protocole est le même. Donc mise en place de biodontine et puis restauration immédiate au composite. Ensuite, le contrôle ou les contrôles que nous avons réalisés, c'était des contrôles à 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois pour chaque patient. Et au cours de ces contrôles, qu'est-ce que nous avons recherché? D'abord, nous avons réalisé un interrogatoire pour savoir si le patient, entre-temps, a présenté une pathologie d'ordre général ou autre. Nous avons eu quelques patientes qui ont déclaré des grossesses pendant cette période et donc on les a exclus parce qu'on ne pouvait pas se permettre de faire des contrôles radiographiques. Et puis on posait souvent la question aux malades, est-ce qu'ils ont eu besoin d'un traitement médicamenteux particulier ou est-ce qu'ils ont eu une symptomatologie, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont eu mal après la première séance où on a réalisé le premier traitement, est-ce qu'il y a eu une sensibilité quelconque? Nous avons réalisé aussi pendant chaque séance un contrôle de vitalité pulpaire et ce contrôle, pour être sûr, nous l'avons réalisé de 2 manières, avec un test au froid, avec le Freejet et puis avec le pulp tester. Et puis nous avons également réalisé des tests de contrôle radiologique, sauf pour la première séance à 15 jours où la radio ne pouvait rien apporter. Donc la première séance, nous n'avons pas fait de radio, mais on les a fait à 1 mois, 2 mois, 3, 6 et 12 mois. Et ces séances de contrôle recherchaient quoi au juste? On cherchait des critères que l'on devait juger. Et ces critères, c'était cette symptomatologie. Est-ce que le malade a eu des douleurs provoquées? Est-ce qu'il a continué? Parce que dans la catégorie 2 de BOM, on a des douleurs au froid. Donc la question posée, est-ce qu'il a continué à avoir des douleurs au froid? Est-ce qu'il a eu des douleurs spontanées? Donc c'était en rapport d'abord avec la symptomatologie. Ensuite, avec la santé pulpaire, en même temps que les tests de vitalité, on a réalisé de la palpation, la réalisation des percussions axiales et transversales, et nous avons recherché si, entre-temps, il y a une fistule ou une mobilité quelconque, parce que la fistule signifie qu'il y a une complication et que le traitement a échoué. Et puis le dernier critère, c'est ce qu'on recherche, la cicatrisation radiographique. La dentine réactionnelle dont on parlait tout à l'heure, il fallait la chercher radiologiquement. Et si elle est là, ça veut dire que le traitement a bien réussi et que le matériau est convenable. Donc dans la catégorie ou dans l'échantillon que nous avons eu, sur les 61, c'était une population plus importante au niveau de l'âge, entre les 16 et les 26 ans, c'était le nombre le plus important. Par rapport au sexe, la majorité c'était des femmes, 72% de femmes qui ont participé à notre étude. Ensuite, par rapport au type de dents, on a eu 77% de molaires, des prémolaires, et curieusement, on n'a pas eu ni d'incisives ni de canines. Donc l'échantillon était composé de molaires et de prémolaires. On les a pas supprimés intentionnellement. La majorité des cavités que nous avons retrouvées, c'était des cavités occluso-proximales, donc que ce soit au niveau molaire ou prémolaire. Le plus grand nombre, on va dire que 46%, c'était des cavités
occluso-proximale. On a eu aussi des cavités, le plus grand nombre c'était des cavités profondes, qui dans la profondeur dépassait les 2 mm, donc 80% de l'échantillon. Et donc, par rapport au diagnostic positif, on avait pris des catégories 1 de BOM et des catégories 3, et donc les 90% étaient des catégories 2 de BOM, ça veut dire que c'était des atteintes pulpodentinaires profondes. Et on a réalisé plus de coiffage pulpaire, donc 80% de coiffage pulpaire indirect et 20% à peu près de coiffage pulpaire direct. Donc dans le tableau, c'est un tableau qui récapitule pratiquement les dents avec les différents suivis. Vous aurez remarqué que par exemple à 2 mois, nous avons eu 38 malades au lieu de 61 malades. En fait, 36 dents au lieu de 61, parce que nous avons eu quelques absents, quelques exclus par rapport à un état de... Il y a eu 4 exclus, c'était des femmes qui ont déclaré des grossesses. Et puis, on a eu quelques absents, des fois beaucoup, mais ce n'était pas toujours les mêmes. Et toute la difficulté était là par rapport à un patient, dès qu'on le soulage le jour même s'il a signé, même si on lui a expliqué, même s'il a tout compris, souvent, il ne revenait pas au rendez-vous précis parce que pour lui, il avait pas mal, son problème était réglé et donc on avait un peu de mal à récupérer et à garder la totalité des malades. Sur les malades qui sont venus, que nous avons contrôlés, certains, au contrôle de 15 jours, ont déclaré une très légère douleur dans les 24 heures, c'est ce qu'ils ont rapporté, de courte durée, et c'est une douleur qui est très légère et qui n'a pas nécessité d'antalgie. Certains ont rapporté cette douleur, nous l'avons appelée sensibilité dentinaire et nous avons essayé de savoir pourquoi elle est survenue, à quel moment et surtout le pourquoi de la chose. Donc cette sensibilité pulpaire, en essayant de croiser nos résultats, par exemple avec la profondeur de la cavité, nous avons constaté qu'elle était beaucoup plus présente dans les cavités profondes. C'est-à-dire dans les 12% de cavités profondes, au niveau de ses dents, le patient a rapporté cette sensibilité transitoire. Par rapport au diagnostic positif, elle était plus présente dans les catégories 2, où il y avait des atteintes pulpodentinaires profondes. Par rapport au traitement, cette sensibilité était présente particulièrement dans les coiffages pulpaires indirects. Et puis par rapport, le deuxième croisement aussi qu'on a réalisé, c'est la présence de douleurs provoquées et la présence de douleurs spontanées. Il faut savoir que si douleur spontanée est présente, ça veut dire qu'il y a un échec. Sur l'ensemble des patients que nous avons contrôlés pendant toute l'année et que nous avons vus, aucun n'a déclaré de douleur provoquée ni de douleur spontanée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de douleur. Mais quand on analyse que l'absence de douleur, ça ne veut pas dire que c'est un échec parce qu'il faut rappelez-vous, les critères de jugement, il y en avait 3. Il y avait l'absence de douleur, la sensibilité pulpaire et la cicatrisation. Donc, le premier point réalisé, ou le premier point positif obtenu, c'est qu'il n'y avait aucune douleur, ni provoquée, ni spontanée. Ensuite, nous avons essayé d'analyser ces résultats par rapport aux critères radiologiques. Il est dit dans la bibliographie que on peut quantifier la présence de cette dentine réactionnelle au niveau radiologique par des degrés. Et quand par exemple le degré 1 c'est un début d'apposition très très minime et le degré 3 c'est radiologiquement quand on voit carrément le matériau, le pan dentinaire ou la dentine réactionnelle. Et là nous l'avons retrouvé à des moments différents, le degré 1, le degré 2, le degré 3, à des moments différents, il était présent. Donc, pour qu'on déclare qu'une thérapeutique est considérée comme un succès thérapeutique, il faut qu'il y ait un examen clinique positif et un examen radiologique positif. Ça veut dire quoi, examen clinique positif? Ça veut dire la dent est restée asymptomatique. Ça veut dire que les tests aux sensibilités pulpaires étaient positifs, donc dents vivantes. Ça veut dire absence de mobilité et de fistule.
et réponse négative aux percussions. Si l'ensemble de ces critères est obtenu, les 4, ça veut dire que l'examen clinique obtenu est positif. Maintenant, pour l'examen radiologique, aussi, il y a un nombre de critères qu'il faut retrouver. Par exemple, absence d'élargissement desmodentale, absence de réaction périapicale, absence de résorption interne ou externe, et particulièrement présence d'un tissu radio-opaque sous le matériau de coiffage. Donc, si on arrive à réunir ces différents critères, ça veut dire que le traitement qu'on a réalisé est un succès thérapeutique. Donc, nous avons, avec l'étude... Il ne reste pas grand-chose, docteur, s'il vous plaît. Voilà. On a dépassé les temps. Mais je n'ai pas fini. Allez-y. Donc nous avons essayé de vérifier ces taux de succès par rapport à ces différents résultats. Donc nous avons constaté, on va passer sur les différents paramètres, âge, sexe, type de dents, profondeur. Donc le taux de succès global par rapport aux biomatériaux, nous avons constaté qu'à 2 mois, nous avons eu 62% de taux de réussite, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, et le plus haut taux de réussite était à 3 mois, où 77% des dents qui ont été soignées ont répondu positivement, cliniquement et radiologiquement. Donc de manière générale, la survenue de sensibilité transitoire peut mettre en jeu le succès du traitement au cours des 3 premiers mois. Ça veut dire que cette sensibilité transitoire, nous l'avons retrouvée pendant les 3 premiers mois et au-delà, il n'y avait plus. Et donc, avant 3 mois, elle pouvait mettre en danger la thérapeutique, mais finalement, après 3 mois, ça ne posait aucun problème. La profondeur des cavités est largement impliquée dans le succès thérapeutique. Ça veut dire plus la cavité est profonde, et plus le succès thérapeutique est réel, il est réel. Et puis, à partir de 6 mois, nous avons une certitude de succès pour les coiffages pulpaires indirects, puisqu'on a utilisé, le seul matériau utilisé, c'est biodentine. Ça veut dire qu'il reste un matériau indiqué parfaitement aux thérapeutiques dentinogènes. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Carl. Alors, s'il vous plaît, j'appelle les différents communicants de